يالله 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Je suis docteur Radouani, néonatologiste. Je remplace professeur Barkas qui a eu un empêchement de dernière minute. Je vais parler aujourd'hui du retentissement fœtal, néonatal et à long terme du diabète maternel. Je vais essayer de faire rapidement. Donc je ne vous apprends rien, la définition du diabète elle est reconnue mondialement donc c'est la définition de l'OMS de 2013. Bien entendu, donc, le diabète maternel constitue une grossesse à risque fœtal, néonatal et maternel, d'où la nécessité de collaboration étroite entre obstétriciens, néonatologistes et diabétologues. Donc un peu d'épidémiologie, donc il s'agit d'une pathologie très fréquente et elle est en nette croissance mondiale. Donc dans l'horizon 2030, donc, on prévoit 366 millions de diabétiques à travers le monde. C'est surtout le continent africain et asiatique. La fréquence des diabétiques et femmes enceintes, c'est entre 3 et 10%. 88% donc, présentent donc un diabète gestationnel, 12% elles ont un diabète prégestationnel, dont 35% un diabète de type 1 et 65% un diabète de type 2. On distingue bien entendu deux entités distinctes, donc c'est connu, le diabète préexistant, prégestationnel et le diabète gestationnel. Pour la prévalence chez la femme enceinte, le diabète gestationnel constitue 5%, alors que pour le diabète prégestationnel, donc, dans la littérature, c'est environ 5 pour 1000, dont la moitié est de type 1 et la moitié de type 2. Pour l'impact de la grossesse sur l'équilibre glycémique, bien entendu, et c'est connu, durant la grossesse, donc la grossesse est un élément, est une entité diabétogène et qui donne donc une augmentation des besoins en insuline. Donc on va parler donc un tout petit peu des effets de l'hyperglycémie maternelle sur le fœtus, les morbidités encourues par le fœtus, les effets sur le nouveau-né, et enfin sur le pronostic à moyen terme avec les recommandations de prise en charge à la sortie de néonatologie. Donc pour les effets, bien entendu l'hyperglycémie est délétère pour l'embryon et le fœtus. Donc deux entités distinctes qui sont très importantes comme complications, c'est les malformations et la macrosomie. La mortalité également, elle est très importante en matière de diabète maternel. Donc ici c'est une étude menée en France entre 2000 et 2001. Donc il y a une nette différence statistiquement significative entre les diabétiques et les non-diabétiques en matière de mortalité et de malformation. Pourquoi donc existe-t-il des complications? L'élément clé c'est l'hyperglycémie, c'est connu, donc l'hyperglycémie elle est délétère et c'est elle qui donne le principal risque de complications fœtales surtout. Le mécanisme, il est comment? L'hyperglycémie maternelle, le diabète maternel donne une hyperglycémie maternelle qui, elle, donne une hyperglycémie fœtale et les sources de malformations congénitales et d'hyperinsulinémie fœtale qui constituent aussi la source de macrosomie avec ses conséquences. Alors, comment l'hyperglycémie est-elle délétère pour l'embryon et le fœtus? Premièrement, par l'hyperglycémie maternelle elle-même, en provoquant des altérations cytologiques structurales sous forme de modification architecture des capillaires, le dysfonctionnement du ribosome, les anomalies de transport des nutriments, les autres conséquences, j'en passe, et ça contribue à des associations à une association avec des malformations du système nerveux central surtout. Deuxième élément, c'est l'acidocétose, et c'est surtout la molécule bêta-hydroxybiturate qui, en synergisme avec le glucose, constitue un effet tératogène, quoique minime, mais qui est existant. Également, l'acidocétose a des effets neurodéveloppementaux nocifs au long terme. Les radicaux libres, c'est le troisième mécanisme par lequel donc, il y a des malformations surtout fœtaux. C'est le produit bien entendu du métabolisme du glucose, ça donne une augmentation de la peroxydation des lipides qui a un effet direct et nocif sur l'ADN et aussi ça déséquilibre la balance prostaglandine et prostacycline. Donc à tout ça s'ajoute le programmine fœtal, ça veut dire la prédisposition génétique des fœtus et l'environnement donc, pour donner ce type de malformation, surtout les malformations fœtales. Les morbidités encourues par le fœtus, donc on va parler
donc des malformations, surtout durant la grossesse. Il faut savoir que ça dépend du degré de contrôle du glucose et que le risque est élevé de complications pour le fœtus de mère ayant un diabète prégestationnel surtout. Et le risque, ça donne une augmentation du risque d'anomalies congénitales, de diabète et d'obésité à long terme. Durant le premier trimestre, le risque de fausse couche spontanée précoce est multiplié par 2. Et dès qu'il y a une hémoglobine glycée supérieure à 8%, c'est dans 30% des cas. La survenue des malformations congénitales elle est liée à l'effet tératogène de l'hyperglycémie entre la 5e et la 8e semaine d'aménorrhée. Le risque il est évalué entre 4 et 15% versus 2,1% dans la population générale. C'est directement corrélé à l'hémoglobine glycée avant la 8e semaine. Ce sont des malformations en général qui ne sont pas spécifiques. En matière de fausse couche spontanée, le risque est majoré en cas de déséquilibre glycémique, bien entendu, c'est connu. Le risque il est 30% comme on a dit. En partie, c'est lié aussi à la survenue de malformations fœtales. La mort fœtale in utero, dans 2 à 3% des cas, donc chez les mamans diabétiques, ça survient en général entre la 4e et les 8e dernières semaines de grossesse. Le risque est majoré aussi par le déséquilibre du diabète, l'acidocétose et la prééclampsie, ça veut dire les anomalies vasculaires maternelles. Les malformations, c'est surtout le système nerveux central et le squelette, comme par exemple l'anencéphalie, la microcéphalie et le syndrome de régression caudale. Ici, on a une photo qui montre une anencéphalie à gauche et à droite le syndrome de régression caudale. Les malformations des cœurs et des vaisseaux, c'est connu, c'est lié notamment à un mauvais équilibre du diabète durant le premier trimestre de grossesse. Ça constitue à peu près le 1/3 des anomalies congénitales fœtales. Et c'est surtout la transposition des gros vaisseaux, donc les grandes malformations cardiaques, la coarctation de l'aorte, la CIV et la CIA. Les reins aussi peuvent être sujettes aux malformations fœtales, principalement l'hydronéphrose, la génésie rénale et la duplication urétérale. Les intestins, l'atrésie duodénale, l'atrésie anorectale et ce qu'on appelle le syndrome du small left colon. Effet sur le nouveau-né maintenant. Premier effet qui est reconnu et connu, c'est la prématurité. Donc, comme vous savez tous, c'est la naissance avant la 37e semaine d'aménorrhée révolue. Ça peut être une prématurité iatrogène, comme elle peut être spontanée. Le risque pour le nouveau-né prématuré de mère diabétique, la fréquence est surtout accrue de détresse respiratoire et de troubles métaboliques, on va en parler après. La prise en charge, bien entendu, serait adaptée au tableau clinique. Le RCU ou hypotrophie, donc la définition, ça peut être, c'est un nouveau-né qui présente un poids de naissance inférieur au 10e percentile pour le terme, selon les courbes de référence et de croissance, bien entendu. Ça peut être harmonieux ou disharmonieux. Pour la physiopathologie, c'est surtout l'hyperinsulinisme qui donne une insuffisance placentaire, qui donne, elle, une souffrance fœtale chronique. L'incidence chez la femme diabétique de type 1 est de 20%. Pour les facteurs favorisants, c'est surtout les anomalies vasculaires, l'HTA, l'infection et les anomalies chromosomiques préexistantes. Les complications à l'accouchement. Donc, première complication à l'accouchement connue, c'est l'asphyxie périnatale ou souffrance néonatale. Son incidence chez la femme diabétique, elle est de 20 à 30%. Pour les facteurs de risque connus, c'est la prématurité, l'existence de RCU, de macrosomie, de pathologie vasculaire maternelle associée et l'hyperglycémie maternelle péripartum. Donc, un non-contrôle de l'hyperglycémie ou bien du diabète maternel peut donner une asphyxie périnatale. Les traumatismes obstétricaux, eux aussi, présentent une proportion qui n'est pas minime. Donc, la dystocie des épaules dans 27% des cas dans la littérature, les lésions du plexus brachial 18% et les complications mécaniques, céphalématome et les bosses sérossanguines dans 15% des cas. Les complications néonatales. Premièrement, les complications respiratoires. Le chef de file, c'est la maladie des membranes hyalines ou MMH, surtout vu dans le diabète insulinodépendant. C'est en rapport avec une diminution de synthèse ou bien une diminution de la qualité de surfactants. C'est favorisé également par la prématurité. S'il y a une association de prématurité, bien évidemment, il y a un risque plus accru de survenue de maladie membrane hyaline. Deuxième complication respiratoire, c'est la détresse respiratoire transitoire, DRT, ou tachypnée néonatale transitoire.
aussi vu chez les diabètes insulinodépendants maternels. Pour les facteurs favorisants associés, c'est la prématurité, l'asphyxie périnatale, la macrosomie et la polyglobulie. C'est lié à une diminution de la résorption du liquide pulmonaire qui, lui, est causé par un déficit du surfactant quantitatif ou qualitatif et aussi, en général, elle est de bon pronostic. Pour les complications métaboliques et hématologiques, la macrosomie est le chef de file. La définition, c'est un poids de naissance qui est supérieur à 90e percentile ou à 4 kg. Pour la physiopathologie en général, l'augmentation du taux sanguin de glucose, d'acide gras libre et d'acide aminé chez la maman traverse le placenta et qui vont donner un hyperinsulinisme fœtal qui va être source de macrosomie. L'hypoglycémie aussi, c'est une complication métabolique néonatale très fréquente. La définition, c'est une glycémie inférieure à 0,4, je ne vous apprends rien. Pour la physiopathologie, également, elle est liée à l'hyperinsulinisme et à l'arrêt de l'arrivée de nutriments à travers le placenta. Pour les symptômes, c'est surtout des symptômes neurologiques, type hypotonie, somnolence, coma, etc. Pour les facteurs aggravants, donc c'est la dysmaturité, l'hypothermie et le retard d'alimentation chez le bébé nouveau-né de mère diabétique. Comme définition, c'est un taux de calcémie inférieur à 80 mg par litre. Pour les signes cliniques aussi, c'est des signes neurologiques surtout. Pour les facteurs aggravants, donc, comme l'hypoglycémie, la prématurité et la souffrance. Pour le diagnostic, c'est le dosage sanguin et le traitement, c'est surtout le calcium et la vitamine D. L'hypomagnésémie aussi, c'est défini par un taux sanguin inférieur à 1,5 mg par décilitre. En général, vu dans 40% des diabètes maternels type 1 surtout, en général c'est de bon pronostic, sauf s'il y a une hypocalcémie associée. Dans ce temps-là, il faut la traiter. L'ictère, comme définition, donc c'est une augmentation de la bilirubine sanguine dans le sang, de la concentration plasmatique de bilirubine au-dessus des normes pour l'âge et du poids. Pour la physiopathologie, c'est surtout la polyglobulie qui, elle, c'est une complication connue chez le nouveau-né métabolique chez le nouveau-né de mère diabétique. C'est la polyglobulie qui, après destruction des globules rouges, donne une hyperbilirubinémie. Le traitement, c'est la photothérapie surtout, c'est en fonction des courbes, selon l'âge et selon le poids. L'évolution en général, elle est favorable. La polyglobulie, donc la définition, c'est un taux d'hématocrit supérieur à 70%. Pour la physiopathologie, c'est surtout l'augmentation de l'érythropoïétine qui surdépasse l'hyperinsulinisme et qui donne bien entendu la polyglobulie. Le diagnostic est surtout clinique, donc c'est un teint qui est érythrosique connu. Pour les complications, c'est l'ictère, comme je vous ai bien dit avant, l'hypoglycémie et les thromboses. Et le traitement, c'est l'hydratation, rarement la saignée. Dans le contexte marocain, ici je défile les complications néonatales. C'est un travail qui a été fait dans la maternité Suissi en 2014. On a recruté à peu près 1000 nouveau-nés de mère diabétiques. J'ai mis après point d'interrogation diabète gestationnel parce on sait que pas tous les diabètes gestationnels qu'on voit en maternité, en fait, c'est un chiffre qui est sous-estimé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diabète gestationnel, de diabète pré-gestationnel qu'on ne voit pas et qu'on attribue à un diabète gestationnel. Donc ici, pour les complications néonatales, surtout, c'est les complications mécaniques type bosse sérosanguine dans 40% des cas, suivi des malformations dans 11% des cas, la détresse respiratoire, la souffrance et les fractures. La paralysie du plexus brachial, elle, c'est dans 33% des cas. Aucune complication n'a été notée dans à peu près le tiers des cas. Maintenant, on va parler du pronostic à moyen terme avec les recommandations de prise en charge. Il faut savoir que le risque pour l'enfant d'être diabétique, et ça c'est connu dans la littérature, dans la population générale, il est de 0,4%, alors que chez la femme diabétique de type 1, il est de 3%. Chez la femme diabétique de type 2, il est de 30%. Et quand le père et la mère sont diabétiques de type 2, il est de 50%. Pour le pronostic, il faut savoir que les nouveau-nés de mère diabétique présentent un risque élevé de déficits neurodéveloppementaux, c'est connu aussi. Le risque il est augmenté aussi de survenue d'épilepsie versus une population qui est normale. La survenue d'obésité, de diabète et surtout de syndrome métabolique. La prise en charge passe bien évidemment par une prise en charge néonatale, prise en charge du nouveau-né. La maternité doit être de proximité, sauf s'il y a une complication fœtale ou maternelle surajoutée. Là, on passe à un niveau 3. Il faut y avoir aussi des protocoles bien adaptés de prise en charge des nouveau-nés de mère diabétique.
Il faut savoir que le risque d'hypoglycémie sévère, il est faible. Ça, on ne le sait pas trop, mais il est augmenté par la macrosomie. Donc, un nouveau-né qui est macrosome, attention, l'hypoglycémie. Donc, il faut guetter l'hypoglycémie, bien entendu, par une surveillance des glycémies néonatales en cas de poids de naissance inférieur au 10e percentile, ça veut dire les retards de croissance intra-utérin, ou supérieur au 90e percentile, ça veut dire les macrosomes, ou diagnostic ou diabète gestationnel traité par insuline. Donc, les mères diabétiques qui présentent un diabète gestationnel traité par insuline, il faut guetter une hypoglycémie, il faut vraiment guetter une hypoglycémie. Il faut nourrir le plus tôt possible après la naissance, donc en principe avant 30 minutes et surtout en favorisant l'allaitement maternel et au moins toutes les 2 à 3 heures. La surveillance glycémique après la première tétée et avant la deuxième, sauf s'il y a des signes cliniques. La surveillance de l'ictère néonatal classique. Il faut réaliser également un bilan malformatif en cas d'absence de suivi de grossesse. Un suivi, bien entendu, neurologique et métabolique au long cours doit se faire également. Une attention particulière au risque de rebond d'adipocité. On a parlé tout à l'heure du syndrome métabolique. Il faut également avoir des courbes de croissance, donc en moyen et en long cours, des examens et des contrôles en s'adaptant aux courbes de croissance et de voir la dynamique de croissance. Il faut également essayer de faire un dépistage systématique au bilan préconceptionnel, dont a parlé le professeur Bzet tout à l'heure, car de nombreux diabètes gestationnels sont en réalité des diabètes préexistants méconnus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est en train maintenant de réaliser un travail de recherche-action pour dépister un tout petit peu, pour faire la part des choses entre les diabètes gestationnels et prégestationnels en maternité et celui-ci, pour un tout petit peu voir l'évolution de chacune des deux entités. Il faut savoir que l'altération du milieu intra-utérin entraîne des modifications de la régulation du génome fœtal avec des conséquences pour le cycle de vie. Ces anomalies épigénétiques se transmettent à travers les générations et contribuent probablement à la forte augmentation de l'obésité, du diabète et de leurs conséquences, et que ça doit passer par une prise en charge, la prévention doit passer par une prise en charge de l'état nutritionnel et métabolique de la femme enceinte. Et je vous remercie.